Thomas Soto. Et c'est à vous à présent d'interroger Manuel Valls, candidat à la primaire de la gauche au 39-21. Premier appel, c'est Arnoux, 46 ans, qui est commercial à Strasbourg. Bonjour Arnoux, Manuel Valls vous écoute. Oui, bonjour Monsieur Soto, bonjour Monsieur Manuel Valls. Bonjour monsieur. Monsieur Valls, vous faites partie d'un gouvernement qui a rendu l'impôt quasiment confiscatoire pour les classes moyennes supérieures. Je reconnais bien aisément que vous avez baissé l'impôt des premières tranches, mais pour vous donner un exemple, je suis passé de 2012 de 640 € d'impôt par mois à, en 2017, à 1466 € d'impôt par mois. Le quinquennat de François Hollande m'a coûté 25 000 € d'impôts supplémentaires. J'aimerais savoir si nous, qui avons énormément contribué au renflouage des caisses de l'État, nous allons avoir un petit geste pour avoir une baisse d'impôts si vous êtes élu président de la République. La liaison n'est pas très bonne, mais on a compris. Est-ce qu'il y aurait un geste pour les classes moyennes supérieures, en quelque sorte? Arnaud, les impôts sur les ménages, mais aussi sur les entreprises, ont beaucoup augmenté entre 2010 et 2014. Et nous avons, et c'est mon gouvernement, qui a engagé pleinement, ça avait commencé pour ce qui concerne les entreprises avec le CICE, pour baisser le coût du travail, pour que les entreprises gagnent de la compétitivité et des marges, et donc puissent créer de l'emploi. Mais ça a été le cas aussi pour les personnes, pour les ménages. Et je me suis engagé devant les Français à poursuivre cette baisse de l'impôt sur le revenu concernant les classes moyennes et les couches populaires. Je ne veux pas rentrer dans le détail, cela dépend aussi de la situation économique, des priorités que nous avons à financer, parce qu'il faut dire la vérité aux Français, nous devrons engager 15 à 16 milliards de dépenses supplémentaires pour les seules sécurité, justice et défense dans les prochaines années. Donc il faut financer ces priorités, mais il faut en effet rendre du pouvoir d'achat aux Français. Question de Georges à présent, 46 ans, directeur de clinique, qui nous appelle de Rivarennes, c'est en Touraine. Bonjour Georges. Oui, bonjour Julie, bien sûr. Alors Georges, on va vous rappeler dans une minute parce que malheureusement la liaison n'est pas très bonne. Georges qui voulait nous parler du système de santé. Alors moi j'ai vu dans votre programme une mesure, vous voulez limiter la liberté d'installation des médecins sur le territoire, Manuel Valls. Comment? De quelle manière? Il y a un problème, incontestablement. Il y a ces déserts médicaux. Pas seulement dans les territoires ruraux, dont on ne parle pas assez, mais d'abord dans ces villes moyennes et en banlieue. Dans le secteur que je connais bien, à Évry, il manque des médecins libéraux. Donc, je propose de supprimer le numerus clausus, mais évidemment, les effets sont sur les 10 années qui viennent, de réformer aussi les études médicales, et dans le cadre de la réforme de ces études médicales, faire en sorte qu'on puisse installer les jeunes médecins là où c'est nécessaire et qu'on n'installe pas les médecins là où ils sont déjà en force. Au-delà de tout ce qu'on peut mettre en place, les maisons de santé, il y en aura 1300 en 2017, des maisons médicalisées avec des médecins des hôpitaux publics, ça existe déjà par exemple dans la ville de Grigny et dans d'autres secteurs pour des consultations. Nous avons besoin d'une autre organisation médicale. Donc oui, il faut passer à quelque chose de beaucoup plus volontaire car il y a un sentiment d'inégalité qui s'est installé sur le territoire. Alain a 60 ans, il est agriculteur céréalier et éleveur de volailles en plein air à Concevreux, c'est dans l'Aisne. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Manuel Valls vous écoute. Oui, alors donc je suis agriculteur et je voudrais vous interpeller sur l'inquiétude dans nos campagnes. Et pour rester dans le concret, j'aurais 2 questions à vous poser. Mais avant, permettez-moi une remarque. Je suis éleveur, on l'a dit, de poulets label élevés en plein air et dans les circuits courts depuis 20 ans. Et je voudrais dire que ça marche. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que je dis attention de ne pas en faire la réponse gigogne et passe-partout que nous proposent certains politiques, parce que c'est pas possible pour tous les agriculteurs. Alors rapidement, mes 2 questions. Allez-y, rapidement s'il vous plaît. Oui. Que ferez-vous pour rééquilibrer les prix entre producteurs, industrie agroalimentaire et grande distribution? À titre d'exemple, quelques centimes de plus sur le prix du lait ou du kilo de poulet et ça suffirait. Deuxième question, que ferez-vous pour diminuer les charges franco-françaises qui plombent la compétitivité de notre agriculture, des normes, des contrôles tatillons, des dossiers administratifs? À titre d'exemple, et je terminerai par ça, aujourd'hui, pour monter un dossier de méthanisation, c'est-à-dire transformer des déchets agricoles ou autres en électricité, il faut entre 2 et 3 ans en France, alors qu'il suffit de quelques mois en Allemagne. Voilà, vos questions sont très précises. Manuel Valls vous répond.
D'abord, je veux saluer nos agriculteurs. On n'en a pas beaucoup parlé à l'occasion de ce débat, et c'est pareil d'ailleurs avec la primaire de la droite. Il faut parler des agriculteurs. Encore une occasion jeudi soir sur Europe 1. Je l'espère. Hier, je voulais parler aussi de l'agroécologie, de ces circuits courts qui viennent d'être évoqués. Et nous devons mieux organiser notre agriculture en termes de filières. C'est comme ça que nous sommes beaucoup plus compétitifs aussi à l'export et que nous sauverons des filières qui sont indispensables à notre alimentation. Les agriculteurs, c'est une pièce, une clé, un maillon essentiel dans la chaîne de l'alimentation, mais aussi pour préserver notre environnement. Rapidement, nous avons les déjà beaucoup engagé, il faut continuer. Je ne crois pas, moi, à l'économie administrée. Beaucoup engagé, il faut continuer. La concertation, le dialogue, c'est là où l'État a son rôle à jouer. Nous l'avons vu sur le lait, nous l'avons vu aussi sur le porc, pour faire en sorte que les prix soient au niveau qui permettent à ces agriculteurs, à ces éleveurs de vivre. Et de ce point de vue-là, les distributeurs doivent jouer, les grands groupes doivent jouer un rôle tout à fait essentiel. Nous avons aussi, à plusieurs reprises, baissé les charges des entreprises en général. Cela concerne également les exploitations, les exploitants agricoles. Ce qui pose le plus problème aux agriculteurs, ce sont les normes. Les normes administratives, les normes environnementales qui sont nécessaires pour préserver notre environnement. Qui sont françaises ou européennes d'ailleurs. Et qu'on doit transposer à chaque fois avec intelligence, avec méthode, dans le dialogue et dans la concertation. C'est ça aujourd'hui qui représente souvent un frein, et dans la crise économique, sociale, morale que traverse une partie de notre agriculture, il y a des secteurs qui heureusement vont très bien, cela pèse. Donc, continuer ces allègements, être très attentif aux normes administratives et environnementales, et toujours encore une fois, faire en sorte que l'agriculteur soit au cœur de cette agroécologie qui, pour moi, représente incontestablement l'avenir de notre agriculture, qui a toujours un bel avenir. Nous sommes en ligne avec Rosie, 60 ans, retraitée à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Rosie. Oui, bonjour. Bonjour de Madame Soto et bonjour Manuel Valls. Bonjour madame. Voilà. Écoutez, moi je vous appelle parce que, en grande partie, je vous sens responsable de ce qu'est devenu la gauche. C'est-à-dire que moi, depuis que je vote socialiste. Je suis une femme de gauche profonde. Je suis petite fille de réfugiés politiques espagnols. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire en tant que président que vous n'avez pas fait en tant que Premier ministre? Vous aviez tous les pouvoirs puisque le Premier ministre exécute, d'accord, mais vous avez usé et abusé du 49.3, vous avez mis les syndicalistes comme si c'était des bandits. Enfin, vraiment, moi qui suis une femme de gauche, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas, et encore au débat hier, je ne vous ai encore moins compris. Que ferait donc le président Valls que n'a pas fait le Premier ministre, si j'ai bien compris? Roger, il y a toujours eu des débats au sein de la gauche depuis un siècle. Enfin, ni vous ni moi n'y avons participé. Parlons de ces derniers mois ou de ces dernières années. Moi, je crois à la réforme. Je suis un social-réformiste. Je suis un social-démocrate. Je pense que l'alliance entre la République forte, en incarnant au quotidien dans la mise en œuvre la laïcité et en même temps la lutte contre les inégalités, cette France juste que je défends grâce notamment à l'école mais à des politiques sociales innovantes, tout cela, ça reste la gauche et elle est toujours très utile au pays. Et son destin doit se confondre avec celui de la France. Mais parce que je suis un social-réformiste, je veux agir avec les partenaires sociaux. Et même si ça a été difficile, même si ça a été compliqué, y compris parce que j'ai dû engager le 49.3 sur 2 textes, seulement sur 2 textes de loi depuis 2012 et depuis 2014, puisque je n'étais Premier ministre qu'à partir d'avril 2012, je l'ai fait en m'appuyant sur les partenaires sociaux et sur les syndicats réformistes. La CFDT, la CFTC, l'UNSA, la FAGE, qui est le premier syndicat étudiant aujourd'hui. Donc je me suis appuyé sur des forces sociales. Et c'est comme ça qu'il faut aussi présider le pays, en faisant confiance aux Français, en faisant confiance à ces corps intermédiaires, aux élus, aux syndicalistes, aux partenaires sociaux, aux associations, aux Français eux-mêmes. C'est comme ça, mais en indiquant un cap, en étant courageux, en ne cédant pas, parce que le pays a besoin de réformes et de réformes justes. Manuel Valls, il y a beaucoup de réactions sur Europe1.fr et sur Twitter sur le fait que François Hollande ait préféré aller voir Michel Drucker en spectacle hier à Paris plutôt que de regarder le débat de la primaire. Je vous cite par exemple Lucia Dapote qui écrit « François Hollande méprise la primaire par vengeance de s'être senti trahi. Idem pour soutien probable à Macron. Ou y a-t-il une autre raison selon vous? Pourquoi ?»
Il y a une autre raison, c'est qu'il est allé voir Michel Drucker et il a eu raison. J'ai eu l'occasion de voir le spectacle de Michel Drucker il y a quelques semaines. Mais c'est pas un peu vexant pour vous qui avez été son Premier ministre quand même? Il y a plus intéressant à faire que de regarder le débat de la primaire? Je crois qu'il y a plus intéressant à faire que de parler de ça. D'abord, je ne doute pas un seul instant qu'il l'a revu. Aujourd'hui, il y a des moyens de revoir une émission. C'était même rediffusé un peu plus tard. Donc, il a dû se coucher tard après, quand il a regardé le débat à minuit. Mais honnêtement, on ne va pas commencer. Vous avez envie qu'ils disent clairement, moi je vote et je soutiens Manuel Valls, mon Premier ministre? Et vous ne pouvez pas demander au président de la République, qui a pris une décision difficile, que chacun salue, de ne pas se représenter à l'élection présidentielle, c'est-à-dire de renoncer à défendre son bilan, ses valeurs et de s'engager dans cette bataille et lui demander en même temps d'être un acteur de cette primaire. Le président de la République. Donc si vous gagnez la primaire, vous souhaitez qu'il vous soutienne après dans la course à la présidentielle? Je ne suis plus Premier ministre. Je suis candidat à la présidence de la République. J'écris un dialogue avec les Français. Je suis engagé dans une conversation quasi intime avec chacun de mes compatriotes. Je veux les convaincre que la gauche est toujours utile au pays. Je porte cette gauche qui assume, qui dit clairement les choses sur la République, la laïcité, notre politique d'asile, notre politique migratoire, qui pense qu'il y a des interdits, aussi des règles, des droits, des devoirs, qui considère que l'Europe doit être refondée, qu'il faut une pause dans l'élargissement, qui dit clairement que la Turquie ne pourra pas rentrer dans l'Union européenne, qui assume le soutien aux entreprises, qui porte aussi un projet éducatif et social, qui fait confiance aux partenaires sociaux. C'est ça, la gauche que je porte. Mais cette gauche-là, elle doit recevoir la force des électeurs de la primaire. Et pour le reste, on verra, c'est encore une fois aux Français de choisir. Merci Manuel Valls. Et vous restez avec nous, puisque maintenant c'est Nicolas Canteloup pour la revue de presse en direct sur Europe 1. Et puis vous, à 9h, vous répondrez aux questions des internautes dans la Social Room d'Europe 1 et sur la page Facebook d'Europe 1 avec le hashtag E1Valls. À tout de suite.